France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bienvenue, on se retrouve au Parlement de Strasbourg qui a poussé un ouf de soulagement après les élections hongroises, mais s'interroge sérieusement depuis les Bulgares. L'état de droit des 27 membres de l'Union européenne est-il en progression? Le 12 avril dernier, les Hongrois ont renvoyé dans ces foyers Viktor Orban après 16 années de démocratie illibérale, synonyme de mainmise sur la justice, les médias, l'économie et la société civile. Son successeur, Péter Magyar, a promis de restaurer une démocratie fonctionnelle et de dégeler 18 milliards d'euros suspendus par Bruxelles pour sanctionner la dérive autocratique. Et puis toujours à l'Est, le 18 avril, la Bulgarie a fait le choix de Roumen Radev, le président pendant 10 ans devenu Premier ministre sur un discours anticorruption, certes, mais aussi en partie pro-russe. Qu'est-ce que cela implique sur l'avenir démocratique du pays? Même interrogation dans l'Italie, à droite toute, de Giorgia Meloni, qui a perdu son référendum sur une réforme controversée de la justice, mais est accusée de contrôler de plus en plus les médias. Incertitude aussi en Pologne, où Donald Tusk peine à réformer un état de droit verrouillé par le parti ultra-conservateur Droit et Justice qui l'a précédé. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Chloé Ridel, bonjour, députée européenne française pour les socialistes. Et face à vous, Radan Kanev, bonjour, eurodéputé bulgare pour le Parti populaire européen qui correspond au centre droit en Bulgarie. On commence par une alternance possible en Hongrie, Madame Ridel, alors que l'on croyait finalement ce système Orban beaucoup trop verrouillé, beaucoup trop avancé sur le chemin de l'autoritarisme. Oui, la défaite d'Orban, d'abord, elle est symbolique et elle est forte parce qu'Orban, ce n'était pas juste le Premier ministre d'un pays qui représente que 2% de la population européenne, c'était le parrain de l'extrême droite en Europe et même au niveau mondial. Il était très proche de Donald Trump notamment. Et c'est vrai que sa défaite dans un pays où il y avait quasiment plus de presse libre, plus de liberté de la recherche non plus, où toutes les paroles de l'opposition étaient verrouillées, c'est extraordinaire que les Hongrois aient réussi à mettre un terme à son régime corrompu, et pas que, illibéral. Et ça, c'est lié à un énorme sursaut populaire. Il y a près de 80% de participation aux élections en Hongrie, c'est 20 points de plus qu'aux dernières élections. Donc c'est à ça qu'on doit la défaite d'Orban. Et maintenant, Péter Magyar a pris la suite. Il a fait la campagne en promettant de rétablir l'état de droit en Hongrie, de lutter contre la corruption qui a atteint des niveaux endémiques sous Orban et de se retourner vers l'Union européenne, d'arrêter de mettre son veto, par exemple, sur l'aide à l'Ukraine, qui a pu enfin être débloquée ces jours-ci. Donc c'est quelque chose de tout à fait majeur qui s'est passé en Hongrie. Radan Kanev, les Européens, depuis 2020, se sont dotés d'instruments de rétorsion en cas de non-respect de cet état de droit par l'un de ses États membres. C'est le gel des fonds européens. 18 milliards avaient été gelés en Hongrie. Ça a pu jouer un rôle pour pousser le pays vers les valeurs européennes? Je pense que oui. J'ai toujours défendu le mécanisme de conditionnalité pour l'état du droit. Je pense que l'Hongrie était un bon exemple, que ça peut avoir un effet positif. Je pense que les électeurs hongrois ont été, disons, soutenus par ce mécanisme dans leur sentiment anticorruption et anti-capture d'État, on peut dire, bien sûr, pour l'Hongrie. Alors, c'est quelque chose qui doit progresser, qui doit tenir compte de la dynamique dans les divers pays européens. Vous vouliez ajouter peut-être que ça a aidé à chuter du point de vue économique? Oui, Orban. Parce que moi, je préside ici au Parlement européen l'intergroupe contre la corruption et avec mes collègues, on a tenu bon sur le refus de céder sur les 18 milliards de fonds européens qui étaient gelés parce que l'état de droit n'était pas respecté en Hongrie. Et c'est ça qui a fait notamment tomber Orban parce que tout son système de corruption se nourrissait des fonds européens. Et les oppositions que j'avais rencontrées en Hongrie me disaient surtout ne lâchez pas là-dessus, même si ça n'est pas dans notre intérêt, puisque c'est autant de milliards d'euros qui ne vont pas dans les services publics hongrois, dans la santé, dans les transports. Mais du coup, ça a fragilisé son système de corruption et nous avons bien fait
de tenir bon là-dessus. Alors la Hongrie qui vient d'être sanctionnée aussi du point de vue de la justice par la Cour de justice de l'Union européenne, épinglée pour non-respect de l'état de droit, en particulier des droits des personnes LGBT après une loi jugée discriminante, une première en Europe dont se félicite la Commission. On l'écoute. Nous saluons l'arrêt historique rendu aujourd'hui par la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour a estimé qu'en adoptant la loi dite sur la protection de l'enfance, la Hongrie a enfreint plusieurs droits fondamentaux. La Cour a confirmé que la Hongrie a agi en violation des valeurs fondatrices de l'Union européenne. Chloé Ridel, Viktor Orban s'est toujours plaint d'être attaqué par Bruxelles sur son positionnement ultra-conservateur, sur ses valeurs justement. Il disait être dans son bon droit, et notamment avec une loi sur les LGBT, mais le jugement reconnaît une discrimination de genre qui ne peut avoir sa place en Europe. Ça change quelque chose ? Bien sûr, parce que Viktor Orban s'est toujours revendiqué de l'identité européenne pour s'attaquer aux personnes homosexuelles notamment. Or, l'identité européenne, c'est bien le respect de la dignité humaine et de la liberté de réunion et de manifestation. Et qu'est-ce qu'avait fait Viktor Orban ? Il avait fait passer une loi pour interdire aux personnes homosexuelles, transgenres, d'aller manifester ou de se réunir. Donc c'est une atteinte fondamentale à ce qui fonde les valeurs de l'Europe depuis le siècle des Lumières, vous voyez. Et donc nous étions allés, moi-même, aux côtés de nombreux collègues ici au Parlement européen, manifester à Budapest pour la marche des fiertés. Et aujourd'hui, la Cour de justice vient confirmer ce que nous pensions. Radan Kanev, maintenant, que va-t-il se passer en Hongrie ? Le nouveau Premier ministre, Péter Magyar, va-t-il, avec une majorité très nette, pouvoir réformer le pays et revenir à l'état de droit ? On a vu qu'en Pologne, par exemple, ce n'était pas aussi simple. Le Premier ministre pro-européen Donald Tusk a échoué jusqu'à présent, globalement, à imposer une réforme du système qui reste aux mains du parti Droit et Justice. Vous voyez, bien sûr, la grande question, comme en Hongrie, aussi en Bulgarie, peut-être même plus fort en Bulgarie, c'est est-ce qu'un nouveau gouvernement et une nouvelle majorité dans les assemblées nationales respectives va vraiment réformer un modèle très corrompu, mais aussi un modèle qu'on peut bien dire, c'est ce qu'on définit comme l'État profond, des réseaux, des connexions pas très légitimes entre les services de sécurité, puis judiciaire, puis partis politiques, puis médias. Il y a une tentation, je disais, bien sûr, d'établir un nouveau contrôle sur ces réseaux, mais pas de détruire, pas de les réformer. Pour le cas en Bulgarie, il y a bien sûr une crainte parmi les milieux réformistes que je représente au Parlement européen, par exemple, qu'on va avoir un processus de, disons, inhérité ces réseaux, mais pas de les réformer. Rester dans le contrôle, finalement, garder la main mise totale sur les éléments de la démocratie. Oui, en changeant les personnes, en changeant les visages, mais sans un changement profond des systèmes de contrôle. Ça sera la question la plus importante dans tous les pays qui ont vécu dans ces systèmes de démocratie illibérale ou de corruption très sérieuse. Alors on va regarder aussi, parce que dans le même mois, suite aux élections hongroises, se sont tenues en Bulgarie des élections qui ont fait un choix très différent, celui d'un candidat eurocritique avec des accents pro-russes. En effet, la Russie s'en est d'ailleurs félicitée. On écoute. Le dialogue avec la Russie doit être repris. L'Europe doit notamment réfléchir sérieusement à la manière dont elle va sécuriser ses ressources énergétiques. J'attends donc de l'Europe qu'elle soit beaucoup plus pragmatique dans sa mission et dans ses actions. Bien évidemment, nous voyons d'un bon œil les propos de M. Radev qui a remporté les élections, exprimant la volonté de résoudre les problèmes par le dialogue pragmatique avec la Russie. Cela fait écho à notre position et nous nous en félicitons.
Chloé Ridel, quand on entend ça, est-ce qu'on ne se dit pas que Vladimir Poutine, qui a perdu un allié avec Viktor Orban, en a peut-être retrouvé un en Bulgarie? Si, vous savez, cette guerre de Vladimir Poutine contre l'Europe, elle n'est pas terminée et il continuera inlassablement d'essayer d'influencer les élections en Europe et de se créer des relais favorables. Mais si vous voulez, quand j'écoute ce qui est dit dans votre vidéo, ce qui est pragmatique aujourd'hui de faire face à la Russie, c'est de soutenir la résistance ukrainienne. C'est de se défaire de notre dépendance aux énergies fossiles russes, au gaz et au pétrole. C'est ça qui est pragmatique. Je ne vois pas d'autres solutions qui s'offrent à nous dans un contexte où vous avez à la tête de la Russie un dirigeant, encore une fois, impérialiste et qui mène une guerre contre non seulement l'Ukraine, mais l'ensemble de l'Union européenne. Alors, quel signal envoie cette élection de Roumen Radev, qu'on ne connaît pas très bien? Alors, il était quand même président pendant 10 ans, mais fort sur la scène européenne en tout cas. Il rejette la corruption, c'est pour ça d'ailleurs qu'il l'a emporté. Mais est-ce que vous jugez qu'il peut être un nouvel Orban, aussi au sens de l'état de droit, dans le fond, et faire jouer son veto auprès de l'Union européenne pour se renforcer? Je dirais que c'est possible, mais j'espère qu'il y aurait un développement assez différent, parce que M. Radev, il est le prisonnier d'une majorité des électeurs très hétérogènes. Il y a une minorité qui est bien pro-russe, eurosceptique, même anti-européen, disons, parmi ses électeurs, mais la majorité de ces électeurs est centriste, anti-corruption et pro-européenne. Le message même de M. Radev, quand il était le président de la République et maintenant candidat pour le Premier ministre, sont plutôt pro-russes. Alors, on doit suivre avec une grande attention. Parce que ceux qui sont pro-russes, assez vite, ils adoptent ce qu'on appelle les lois russes, c'est-à-dire de mainmise sur les médias, la magistrature, l'interdiction des ONG, etc. On a constaté quand même que pro-russe égale les lois russes. Bien sûr, des réformes anticorruption et les réformes de l'état du droit sont dans un conflit naturel avec un sentiment pro-russe. Parce qu'en Russie de Poutine, mais aussi en Russie de Eltsine ou bien du régime communiste, il n'avait pas de l'état de droit. C'est une contradiction interne, disons. Et Roumen Radev a annoncé une réforme de la magistrature. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou s'en inquiéter? Bien, pour cette réforme, il aura besoin d'une majorité qualifiée dans l'Assemblée de 2 tiers. Qu'il ne possède pas, de 160 membres du Parlement. Et ici, on doit regarder, premièrement, quelle coalition il va essayer d'établir pour la nomination d'un nouveau conseil judiciaire et puis un inspectorat judiciaire. Et puis, même plus important, les processus. Et je dirais que le grand test sera cette connexion intime et illégitime en même temps entre les services de sécurité et le judiciaire, ce qui est le plus profond problème de l'état du droit bulgare. Alors, les problèmes de l'état de droit, c'est pas que l'Europe de l'Est. On va sortir un petit peu. On va aller plus au sud. Quid de l'Italie, des droites radicales alliées dans le gouvernement Meloni. Est-ce que vous jugez qu'il y a atteinte à ce stade à l'état de droit, mainmise par exemple sur les télévisions publiques, puisque les privés sont déjà à Berlusconi? Est-ce que l'Europe est capable de sanctionner un gouvernement Meloni qu'elle juge plutôt aligné d'ailleurs sur des questions géopolitiques importantes comme l'Ukraine, etc. Alors pour l'instant non, il n'y a pas de moyen juridique de sanctionner ni l'Italie ni d'ailleurs la France pour des questions relatives à l'indépendance de la presse et à la liberté de la presse. On voit des phénomènes de concentration en fait, de la propriété des médias dans les mains de quelques milliardaires. C'est vrai en France, c'est aussi vrai en Italie, avec aujourd'hui aussi ce contrôle sur la télévision publique. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez bloquer, par exemple, les fonds européens à destination d'un pays qu'en vertu de la corruption, pour éviter que l'argent des Européens, nos impôts, ne finissent dans la poche de corrompus.
Mais on n'a pas tous les outils pour s'assurer que l'état de droit soit respecté en Europe. Et l'état de droit, c'est l'indépendance de la justice, c'est le respect des droits fondamentaux de chacun, c'est aussi la liberté de la presse. Et on voit qu'elle est fragilisée sur l'ensemble du continent. Inquiétude dont vous parlez pour la France aussi parce oui, qu'on parle beaucoup des autres pays, mais finalement... Vous avez 11 milliardaires aujourd'hui en France qui détiennent 80% de la presse écrite, 60% des antennes radio. Donc c'est une concentration très forte dans les mains de quelques-uns qui atteint aussi le secteur de la culture. Vous voyez ce que fait par exemple le milliardaire Vincent Bolloré dans le monde de l'édition. Quand vous mettez la main sur des éditions comme Fayard, sur la Maison Grasset, qui sont patrimoine vivant de la culture française, et que vous le faites à des fins politiques. Cela pose un problème et nous n'avons pas aujourd'hui les outils pour y faire face. Il faudrait qu'on puisse fixer des seuils anti-concentration dans le secteur des médias comme dans le monde de la culture. Monsieur Canef, votre parti, le PPE, effectivement, dans un gouvernement Meloni en Italie, il est associé à travers, on parlait de la figure de Silvio Berlusconi. Mais est-ce que ça vous choque, cette question de l'indépendance de la presse et de la télé publique? Est-ce que ça doit être aussi une des valeurs que l'Union européenne devrait pouvoir défendre avec des outils plus efficaces? Ça ne peut pas me choquer, comme en Bulgarie, c'est un problème persistant pour des dizaines d'années. Ce qui, j'espère, est que la Bulgarie ne sera pas l'exemple pour le développement du marché médiatique dans les pays d'Occident. Parce que chez nous, c'est un problème bien hérité du régime communiste. Donc ça vous choque quand même. On comprend que ça ne peut pas ne pas vous choquer. Merci en tout cas à vous d'avoir très bien illustré cette question de l'état de droit et quels en sont les ingrédients, comment le rétablir. Merci à tous et bonne suite de programme sur nos chaînes. Merci à vous.